quand on parle de la bataille d'Hernani, il faut savoir très précisément de quoi on parle. Il y a d'abord une légende. Cette légende, elle n'est qu'en partie vraie, comme toutes les légendes. La légende, ce serait que les jeunes romantiques, échevelés, barbus, surexcités, auraient tapé des poings contre les vieux classiques, chauves, réactionnaires, n'aimant que le grand théâtre du XVIIe siècle, la tragédie noble et solennelle. Et que cette première, le 25 février 1830, aurait été une sorte de match de boxe. Cette vision-là, qui est une caricature, qui a eu sa traduction dans la presse par des croquis de presse, des dessins amusants, elle est tout à fait exagérée et elle a comme inconvénient de faire passer les romantiques pour des anticlassiques, c'est-à-dire de faire passer les romantiques pour des adversaires du classicisme qu'ils sont. Mais le classicisme auquel ils s'opposent, ce n'est pas du tout les œuvres de Corneille, Racine ou Molière qu'ils adorent, dont ils s'inspirent. Le classicisme auquel les romantismes s'opposent, c'est la restriction par des auteurs contemporains, par des critiques contemporains de l'époque romantique, du goût dramatique aux normes classiques. C'est-à-dire qu'au fond, c'est le classicisme, celui de 1830, qui est un anti-romantisme. Les romantiques, eux, adorent Corneille, qui est le dieu, avec Shakespeare, de Hugo. Molière, dans la préface de Cromwell, Hugo dit des choses merveilleuses sur Molière. Il dit qu'il a deux mains droites, tellement il écrit bien. Il écrit bien la poésie, il écrit bien des histoires aussi. Donc, en réalité, et c'est là que l'expression bataille d'Hernani est fausse la manière dont on envisage les choses, en réalité, les romantiques ont une très grande admiration pour les auteurs classiques. La bataille d'Hernani, en réalité, c'est une campagne. Evelyn Blouer a écrit un livre sur cette question qui est recommandé par les instructions officielles, qui s'appelle « La campagne d'Hernani » et qui est un livre tout à fait inspirant, remarquable, qui rétablit la vérité des faits. La vérité des faits, c'est que s'il y a eu un scandale, et c'est vrai qu'il y a eu un scandale en 1830, ce scandale remonte bien loin avant la première du 25 février. Ce scandale, il remonte à la censure de Marion Delorme. À l'été 1829, Hugo écrit une pièce pour la Comédie Française, Marion Delorme, en 5 actes et en vers, qui ressemble donc très précisément à une tragédie, qui a la forme d'une tragédie, et qui est censurée parce que l'un des personnages principaux de Marion Delorme, c'est le roi Louis XIII, qui est représenté dans la pièce comme un roi faible, un roi influencé par son bouffon, un roi influencé par les pleurs d'une courtisane qui vient lui demander la grâce de ses deux amants, un roi influencé par Richelieu, qui a moins de pouvoir que son ministre. Donc la pièce est censurée, pourquoi? Parce que Louis XIII est un ancêtre du roi régnant, Charles X. En 1829, on est encore sous la Restauration, c'est Charles X, descendant de Louis XIII, qui règne. C'est parce que Marion Delorme a été censurée, donc censurée parce qu'on représentait un ancêtre du roi régnant comme un roi faible, donc la censure a considéré que c'était dangereux politiquement, ça risquait d'affaiblir la figure du roi actuel. Hugo se met à l'écriture d'Hernani très peu de temps après, à la fin de l'été 1830. Et là, il situe l'action en Espagne et au XVIe siècle. En Espagne, donc, sous une royauté qui n'a rien à voir avec la royauté française, de sorte que le censeur, Briffaut, ne peut pas censurer une deuxième fois la pièce. Donc il l'autorise, mais dans son rapport, il écrit que c'est une pièce extravagante et qu'elle ne pourra qu'être huée par le public qui verra à quel point de folie les auteurs romantiques en sont arrivés. Que trouve-t-il de fou dans cette pièce? Il trouve de fou dans cette pièce
l'inversion des codes des personnages. C'est-à-dire qu'on a un roi, le roi Don Carlos qui deviendra Charles Quint, le grand empereur Charles Quint, qui est représenté comme un homme à femme, un séducteur, un aventurier. De l'autre, on a un bandit qui est représenté comme un héros. On a aussi une grande dame, donc Doña Sol, qui est représentée comme une dévergondée, dit-il. Dévergondée, pourquoi? Parce qu'elle reçoit chez elle son amant en cachette. Et donc Briffaut espère que la pièce tombera d'elle-même, mais il aide la pièce à tomber en faisant fuiter dans la presse des vers faux. Un mélange de vers qui sont dans la pièce et de vers qu'il invente. Et ce mélange un peu grotesque vise à ridiculiser d'avance la pièce. Et donc les journaux se mettent à prédire la chute de la pièce. C'est parce qu'il y a eu toute cette campagne de presse avant la première que la première devient un événement. Donc la première, elle a été construite par la presse pour être un événement. Et la bataille, finalement, elle n'a pas tant lieu le soir de la première que pendant tout le printemps. Donc 1830, il y a 56 représentations en tout, et les représentations sont très diverses selon les soirs. La première réussit finalement assez bien, avec quelques passages chahutés, mais qui passent finalement la rampe. Elle passe d'autant mieux que Hugo a acheté beaucoup de billets pour ses amis, donc il a une claque personnelle qui défend la pièce. Mais après, évidemment, les amis ne reviennent pas tous les soirs, à part Théophile Gautier qui vient assister à toutes les représentations, parce que c'est un bon camarade, il a 19 ans à l'époque. Mais les autres amis ne reviennent pas forcément tous les soirs, et donc les séances sont de plus en plus chahutées. Donc la bataille dure pendant tout le printemps et constitue une espèce de feuilleton dans la presse, semaine après semaine.